Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Monsieur Guérin, qui est un médecin français qui travaille à Barcelone chez IWI et qui va nous parler d'un sujet très débattu, qui est celui de l'injection, très controversé. Il s'agit de l'injection de PRP pour une rejuvénation des ovaires. Tu as 20 minutes. Voilà, merci pour cette introduction. Merci aux organisateurs du congrès de m'avoir fait le plaisir de partager un sujet qui me passionne. Et merci à Samir Hamama de penser à moi. Et c'est pour moi l'occasion de revenir à Marrakech après 10 ans. Et c'est un plaisir renouvelé. Donc aujourd'hui, j'ai un rôle un peu difficile qui n'est pas juste de parler des facteurs de croissance, mais vous avez une hypoglycémie fonctionnelle, vous ralentissez, vous commencez à dormir et vous avez faim. Il va falloir que je vous stimule et que j'aille relativement vite sur le sujet. Donc, en termes de situation, Darwin avait raison. La population mondiale vieillit, c'est fini la croissance qui ne s'arrête pas, la peur d'être en surpopulation. Dans les pays comme l'Europe, les États-Unis, la Chine, on voit une baisse de la natalité, un vieillissement des populations, et il faut s'interroger sur ce vieillissement et sur ses conséquences en termes de fertilité. Du coup, la particularité de l'ovaire, c'est que les signes de vieillissement ne se manifestent pas avec l'espérance de vie à 80-85 ans pour une femme, mais dès 30-35 ans, l'ovaire a une faillite dans sa fonction de donner des ovocytes de bonne qualité qui aboutiront à un bébé. Du coup, la réserve ovarienne baisse avec l'âge, la qualité ovocytaire fait que l'aneuploïdie s'installe dans les ovocytes et donc dans les embryons. Et au total, on arrive à une situation avec une fertilité qui décline en abordant la quarantaine chez la femme, des fausses couches et des maladies chromosomiques chez les enfants. Mais la chose qui est assez intéressante dans des situations complètement caricaturales que sont le déficit ovarien, dans l'insuffisance ovaire précoce, on s'aperçoit que ces femmes qui ont plus de cycles, dans le tissu ovarien, il y a encore des follicules dans à peu près 60% des cas. Dans 10% des cas, il y a encore beaucoup de follicules et dans 30%, quelques-uns qui sont accessibles. Du coup, l'idée dans des situations où on n'a pas la réserve ovarienne suffisante, où on a un arrêt des règles et on est en situation bloquée, d'essayer de refaire démarrer ces follicules dormants par différents protocoles. Donc chez IVI, depuis 10 ans, 7 à 10 ans, Antonio Pellicer et Sonia Heraz ont monté donc une équipe de recherche qui a mis en place des traitements et des explorations pour essayer de récupérer ces situations dramatiques. Premier protocole, le protocole OFA, d'un protocole d'activatance tissulaire dont je vais vous parler. Puis est venu le protocole ASCOT qui mobilise des cellules souches de la moelle osseuse qui vont donner des facteurs de croissance dans l'ovaire. Et enfin, le protocole qu'on connaît le plus parce qu'il est le plus médiatisé, mais vous verrez qu'au niveau des publications, ce n'est pas encore terminé, c'est l'utilisation des concentrés plaquettaires activés. Pour faire simple, c'est Kawamura qui, il y a plus de 10 ans, a mis en place un protocole hyper lourd dans des situations désespérées de ménopause précoce, en essayant de faire une ovariectomie, en congelant le tissu, en le fragmentant, et puis après, utilisation de facteurs de croissance qui bloquent l'apoptose, greffant le tissu chez la femme, mais on perd la structure de la trompe et de l'ovaire, donc on ne peut penser que faire des grossesses artificielles. Vous voyez que c'est des protocoles dans les années 2013 à 2016 et que depuis, on n'en fait plus. Le protocole est extrêmement lourd. Les résultats ne sont pas nuls, mais sont quand même très limités. Du coup, à IVI, avec César Diaz, Antonio Pellicer a pensé à un protocole beaucoup plus simplifié, avec une célioscopie qui permet d'accéder à l'ovaire, le fait de récupérer du cortex ovarien et de le traiter pour le défibriner, de le fragmenter et dans la même journée le réinsérer sur des zones bien vascularisées et qui vont respecter la trompe et qui vont respecter l'ovaire. Du coup, on n'a plus les problèmes des facteurs de croissance et les risques avec les facteurs de croissance du cancer. On n'a pas d'intervention chirurgicale répétée. On n'a plus le problème de la congélation. On peut mettre les greffons sur des zones vascularisées et on permet des grossesses naturelles.
Et puis ça marche dans des situations particulières. Dans le déficit ovarien précoce, ça a marché, comme vous le voyez, sur au moins 40 cas. On a obtenu dans la situation globale à peu près 20% de grossesse. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça marche surtout dans la période d'installation du déficit ovarien. Quand il y a ces fluctuations de déficit, on peut avoir un taux de grossesse qui va aller jusqu'à 40%. Quand vraiment la ménopause est installée depuis des mois et peut-être des années, ça ne marche pas trop. Du coup, l'idée, c'était de tester aussi chez les répondeuses du groupe de Poséidon dont vous a parlé Juan Antonio, dans le groupe 3 et groupe 4, c'est-à-dire une réserve basse avec un âge avant 35 ou après 35. On s'est dit, on va essayer de voir par un protocole préliminaire si ça pourrait servir. Et les résultats ne sont pas brillants. C'est une petite étude, mais au final, on augmente un peu le compte des follicules. On n'agit pas sur l'AMH et la FSH et le taux de live birth n'a pas bougé. Donc, on n'a pas l'impression que ça soit le lieu d'utilisation de ce protocole. Et puis, vous savez que les oncologues nous ont appris qu'en greffant de la moelle osseuse en une autogreffe chez des personnes qui ont bénéficié d'un traitement oncologique pour les sauver d'un cancer, eh bien, on avait des reprises de la fonction ovarienne, des règles qui s'installaient et même des grossesses décrites, ce qui faisait penser que les tissus venant de la moelle osseuse avaient des cellules qui pouvaient recoloniser le tissu ovarien et relancer la fonction ovarienne. Du coup, l'idée d'essayer de mobiliser ces cellules souches totipotentes de la moelle par des activateurs et de les faire circuler dans le sang et de les rapprocher de l'ovaire pour stimuler ces ovocytes, ces follicules dormants. Donc, ce sont des facteurs qui ont des propriétés pharmacologiques diverses et très intéressantes. Du coup, on a mis en place le protocole ASCOT qui, au départ, était chez des répondeuses avec réserve faible. Et ce qui a été intéressant, c'était activer la mobilisation de ces cellules par des traitements simples à base de nopogène de 5 jours, filtrer le sang, concentrer ces facteurs et le reperfuser dans un des deux ovaires et de voir un petit peu ce qui se passait. Et on a été assez surpris, content des résultats, on a trouvé que les effets étaient nets et perduraient pendant au moins 6 mois, avec augmentation des follicules en trop à l'écho, de l'AMH, et on a vu qu'on avait une efficacité sur les marqueurs de la réserve ovarienne. Des recherches plus complexes sur l'analyse des produits qui sont responsables ou les marqueurs responsables de cette amélioration ont fait découvrir des protéines comme FGF2 et thrombospondine qui étaient des protéines qui étaient corrélées aux bons résultats. Donc, les deux ovaires bénéficiaient de l'histoire et au final, on a eu des follicules, des ovocytes. On a pu mettre des embryons dans le cas de des FIV et on a un taux de ploïdie qui n'a pas changé. Le fait de vouloir changer la qualité ovocytaire dans ce protocole, on ne l'a pas démontré. Donc, vous voyez, ça fait 70% de personnes chez qui les marqueurs de réserve ont augmenté. Et donc là, c'était très encourageant. Et puis un taux de grossesse moyen de 30%. Donc là, on est revenu chez la souris, des modèles où on crée des insuffisances ovariennes, soit définitives, soit une baisse de la réserve. On peut aussi aller greffer du tissu ovarien humain chez la souris et voir dans les situations, en transfusant donc ce plasma riche en facteurs de cellules souches, d'avoir une modification, une reprise de la fabrication et de facteurs de croissance de ces ovocytes qui reviennent dans le cycle de croissance de l'ovocyte et des améliorations vasculaires et nombreuses. Du coup, au final, dans ce système, on a voulu aller plus loin. Donc, on a analysé les marqueurs au niveau des perfusions ovariennes pour essayer de comprendre qui étaient les acteurs. Et je vous ai dit, on a trouvé 2 marqueurs qui sont corrélés aux bons résultats, la thrombospondine et le FGF2. Du coup, chez l'animal, on voyait qu'on pouvait, dans 2 situations, modéliser insuffisance ovarienne complète ou réserve ovarienne basse. On avait des résultats à long terme sur la fertilité. Et chez les humains, on pouvait obtenir des grossesses spontanées avec jusqu'à une durée de 6 mois après le traitement. Et puis là, on a essayé de simplifier la technique parce que quand même, perfuser des artères ovariennes, le système ovarien, ce n'est pas simple. Et on a voulu voir si on pouvait simplifier en mobilisant
ces cellules grâce aux leucogènes sans aller perfuser les ovaires en supposant que ces cellules vont aller se loger dans les deux ovaires et sécréter des facteurs de croissance. Donc, il y a eu un pré-protocole que vous voyez, ASCOT classique, et puis au niveau de mobilisation. Donc, on avait des résultats discrets, mais ce n'était pas donc la même population. Là, c'était dans des insuffisances ovariennes primitives complètes. Mais on a vu qu'on recréait quand même les salves de croissance folliculaire par ces protocoles et on avait une grossesse en cours. Et ça aboutit sur un protocole qui a démarré, qui va terminer au niveau d'IVI Madrid et d'IVI Valence, sur une population d'insuffisance ovarienne primitive plus importante, où on a testé les différentes techniques utilisées. Soit la SCOT seule avec perfusion, soit la SCOT avec mobilisation périphérique, soit l'association du PRP et de la SCOT. Il y a eu donc un centre IVI qui s'est dédié pendant la première année des mises en place des traitements accessibles aux patients. C'était le centre d'Alicante, où on pouvait faire l'OFA, on peut faire l'association ou par PRP ASCOT ou le PRP. Et c'était donc un peu mettre en place ça. Actuellement, au niveau de tous les centres IVI, on a le traitement par PRP qui est disponible. Les traitements associés sont maintenus à Alicante. Du coup, le PRP, vous entendez beaucoup parler de ça. Ça touche énormément de spécialités médicales. On l'utilise pour de nombreuses pathologies. Mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a une disproportion complète entre la publicité qui est faite et les publications. Il y a extrêmement peu de publications qui tiennent la route. La méthodologie est très moyenne et on l'entend partout. Ce footballeur s'est fait injecter les genoux. Cette personne a telle maladie, on lui a injecté des concentrés plaquettaires activés. Donc c'est vrai que c'est très séduisant, 800 facteurs de croissance dans ce concentré plaquettaire. Et ce qui était surtout très encourageant et qui montre qu'on doit en continuer de travailler, c'est qu'il y a des facteurs qui agissent sur le biais de l'énergie des cellules. Donc, dans le vieillissement de l'ovocyte, on sait qu'il y a un problème autour des mitochondries et de l'énergie. Et donc, on a tout de suite pensé qu'on allait pouvoir activer des follicules dormants et pourquoi pas améliorer leur qualité. Et donc, vous voyez, c'est des techniques très simples, un recueil de sang, une centrifugation, une préparation du PRP, et puis après, une injection au travers d'un matériel de fécondation in vitro, une ponction, un échographe, un anesthésiste. Il n'y a que 23 à 24 publications dans le monde et elles sont extrêmement hétérogènes. Hétérogènes dans les indications, hétérogènes dans les méthodes statistiques, et puis même les PRP eux-mêmes sont standardisés de façon différente. Là, de façon caricaturale, je vous ai mis 4 grandes études. Donc la plus intéressante à mon avis est la dernière, pour que vous ayez un peu une photo de ce qui est prétendu exister. Donc dans Cary Broglu de 2020, sur des insuffisances ovariennes primitives, il note qu'on augmente les follicules en trop, mais on ne bouge pas. On augmente la MH, mais on ne bouge pas la FSH. Et on arrive au final de l'histoire avec un pregnancy rate aux alentours de 10%. D'autres auteurs, comme le second, ont séparé insuffisance ovarienne primitive et réserve ovarienne faible pour répondeuse faible. Et on est dans des ratios. Du côté dans la POI, on est à peine à 10%. Et dans l'autre groupe, là, ils sont très enthousiastes avec des pregnancy rates à 46%. Et puis, on a commencé à avoir des études prospectives non randomisées. Et donc, une qui, au final, a un live birth rate qui ne change pas. Par contre, la plus intéressante, c'est la dernière. Elle n'est pas randomisée en double aveugle, mais elle est prospective, elle est très bien faite. Elle est très, très stricte sur la sélection et elle a ciblé ce dont vous a parlé René Antonio, les groupes 3 et les groupes 4 poséidants, c'est-à-dire une réserve ovarienne faible, donc une réponse faible en FIV attendue pour des femmes de moins de 35 ou plus. Et là, on est très ciblé et on voit qu'il y a 510 patientes au départ et vous allez voir que les résultats sont intéressants. Pregnancy rate 20%, mais tous les marqueurs de réserve ovarienne ont bougé de façon positive. Alors là, nous, c'était un poster qu'on a publié l'année dernière, présenté à l'ECHRE, juste pour les 100 premières patientes dans le centre d'IVI Alicante. On va retenir simplement que sur les 100, 80 avaient un effet positif sur les marqueurs de réserve ovarienne, et puis que l'effet était entre le 2e mois et le 6e mois, ce qu'on peut retenir de ce travail de début de cohorte. Voilà, donc je reviens sur cette étude qui me paraît majeure. Le design est assez intéressant. Vous voyez que vous partez au départ avec 510 personnes
dès le traitement par PRP, on a soit des perdus de vue, soit déjà des grossesses et des bébés qui arrivent. Et puis, on va voir celles qui vont accéder au cycle FIV 474. Vous voyez qu'on a pu ponctionner 424 personnes et on arrive à une fabrication d'embryons tout à fait conséquente pour 312 d'entre elles, avec 3 bras d'études. Un transfert frais, un transfert après DPI et un transfert congelé sans DPI. Et au final, on a quand même des résultats qui sont assez conséquents. Donc voilà, au final, vous voyez qu'avec le pré-RP, on a des grossesses spontanées. On a pu obtenir des patientes, tous les marqueurs ont bougé dans 92%. Et puis, on a des résultats nets. On a généré des embryons et on a pu obtenir un taux de grossesse aux alentours de 20% et des live births qui est à 13%. Moi, je dirais que dans cette étude, c'est rarement le cas. Je les ai trouvés hyper sévères sur les critères d'implantation dans les groupes après DPI et dans le groupe après transfert d'embryons congelés. Ils ont mis la barre à 8 mm pour transférer des embryons et s'il n'y avait pas 8 mm, ils ne transféraient pas. Donc, je pense que le live birth rate aurait pu être meilleur s'ils avaient toléré, comme on le sait, des endomètres de qualité correcte, mais autour de 7 mm. Voilà, donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont essayé de voir s'ils jouaient sur la qualité. C'était la grande espérance de ce PRP. Pour l'instant, comme disait Juan Antonio, les résultats sont corrélés à l'âge. On ne modifie pas la qualité. Et est-ce qu'il y aurait des facteurs prédictifs qui vous feraient dire ce patient peut en bénéficier ou pas? C'est logique. Si la FFH est un peu plus basse, ça marche mieux. Si la LMH est un peu plus haute, ça marche mieux. C'est pareil pour le compte des follicules. Et pour la technique d'injecter 1 fois ou 4 fois dans l'ovaire, ne changeait rien. Donc aujourd'hui, je pense que l'installation de PRP dans les ovaires, dans des situations de réserve basse ou d'insuffisance ovarienne, montre qu'on modifie les critères de réserve ovarienne de façon nette. Et les effets sur les naissances vivantes existent dans la situation de réserve basse, et c'est moins clair pour les insuffisances ovariennes primitives complètes. Donc, des études supplémentaires vont arriver, elles sont absolument nécessaires, randomisées en double aveugle. Et puis, il faut qu'on travaille sur les indications, quelle personne peut en bénéficier. Et probablement l'avenir, c'est d'associer les différentes voies d'abord, peut-être PRP et ASCOT, on aura un protocole qui va sortir à IVI, peut-être aussi OFA, pour qu'on puisse permettre à ces femmes qui n'avaient pas d'avenir en PMA, un très faible avenir reproductif, d'arriver au bébé. Voilà, donc des fois on vous dit, vous allez trop vite, vous mettez en place une technique, alors qu'au niveau scientifique, tout n'est pas montré. Quand je suis arrivé à IVI en 2009, j'étais français, donc toujours cet esprit supérieur qui fait regarder l'extérieur comme quelque chose de suspect. Donc, et je regarde et je vois qu'il faisait de la vitrification ovocytaire avec Anacobo depuis 2007, puisque le ministère de la Santé avait jugé que les critères de sécurité le permettaient. En 2007-2009, il n'y avait pas de randomisé sur la vitrification ovocytaire ou embryonnaire. Anacobo a fait ses études après, mais c'est vrai que grâce à ça, aujourd'hui, toutes les équipes de PMA dans le monde peuvent améliorer leurs résultats et permettre aussi aux femmes de préserver leur fertilité. Donc probablement, oui, on est un peu précoce dans l'histoire du PRP, mais il faut continuer les études pour savoir exactement ce qu'on fait et voir un petit peu où on va. Je vous conseille cette revue de la littérature qui est vraiment géniale parce que vous allez vous éviter 50 publications. Et c'est Sonia Heraz, qui est donc le chef de recherche qui travaille avec Antonio Pellicer, qui a fait ce travail formidable sur toute la littérature en termes de facteurs de croissance dans la situation de réponse ovarienne faible ou de faible réserve ou d'IOP. Et ça vous fait un panel très honnête de ce qui existe, ce qui est fait, les limites et peut-être le futur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté et d'avoir résisté à la somnolence. Merci André. Quelqu'un veut poser des questions? Oui, Oui, le docteur Boudra. c'est un petit commentaire parce que effectivement, c'est depuis quelques années, on en fait beaucoup au Maroc. Et pour revenir à l'histoire de la vitrification, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas validées en médecine. Même l'ICSI n'est pas validé. Simplement, la différence, c'est que l'ICSI, on a vu un bébé après et on s'est mis. Alors, pour en avoir fait un peu plus d'une centaine de cas, moi, le problème qui m'est posé, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas la vraie indication. On en fait à tout le monde et automatiquement, on n'aura pas beaucoup de succès. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui.
Exactement. Donc peut-être voilà, limiter les groupes de stratégie, se rappeler de l'aneuploïdie due à l'âge, peut-être se limiter un petit peu dans les créneaux, c'est-à-dire d'être dans là où on va clarifier les choses, c'est dans les groupes poséidon 3 et 4. Mais poséidon 3 et 4, c'est peut-être pas aller dans les extrêmes au niveau de l'âge et essayer peut-être de rester dans des situations où l'euploïdie est possible. Donc avant 45 ans, entre 37 et 35 et 42, on va être dans la meilleure zone pour savoir ce qu'on fait. Merci. Docteur Bénis, Euh, euh, Monsieur Guérin, merci pour votre communication. Moi, je me suis intéressé au problème à un certain temps et j'ai fait une recherche bibliographique et je sais que Yves avait, je crois, fait une communication à l'Eshreux il y a 6 ou 7 ans et depuis, il n'y a plus rien. Et quand on recherche, toutes les études sont un peu anciennes et autre chose, pourquoi si les résultats sont promoteurs, pourquoi ça ne s'est pas généralisé un Nous, peu partout? il y a eu des études préliminaires. IVI a republié dans les années 2018-2020. Et c'est surtout que Tony Pellicer s'est rendu compte qu'il fallait retourner à l'animal et essayer de comprendre au niveau de la physiologie ce qu'on était en train de faire. Donc, il y a eu une pause, mais pas un arrêt global, pendant 1 à 2 ans, où ils sont retournés, ce que j'expliquais très rapidement, sur la modélisation de ce qui se passe chez l'homme, mais chez la souris, et essayer d'individualiser les protéines qui étaient corrélées avec l'amélioration. Mais les protocoles sont assez longs parce que, comme vous le comprenez, des cohortes d'insuffisance ovarienne primitive vraies, des sélections de patients qui acceptent de rentrer dans l'étude et des fois de ne pas être dans le groupe de stratégie de traitement, c'est long. Donc là, le protocole, par exemple, où ils essayent de voir comment ils peuvent améliorer l'ASCOT seul, l'ASCOT perfusé, non perfusé et l'ASCOT PRP, l'étude, elle met plus d'1 an et demi, elle va arriver là. merci madame. Ce sera la dernière question. Beaucoup pour votre topo là qui était très intéressant. Alors, je crois qu'il y a un message très important que je reprendrai cet après-midi, c'est-à-dire que l'insuffisance ovarienne primitive, on peut déjà en traiter un petit nombre et dans l'avenir, on pourra les traiter, mais il y a 2 conditions. La première, c'est que ça soit des insuffisances ovariennes primitives qui ont des follicules de la réserve. Donc, ma première question, c'est quand vous faites vos différents traitements, comment vous identifiez la population d'insuffisance ovarienne primitive? Il y a donc une réserve ovarienne persistante et ensuite, quels sont les meilleurs résultats que vous... Merci pour cette question primordiale. C'est vrai que j'ai démarré ma démonstration sur cette présence-là de follicules. Pour l'instant, les protocoles sont avancés, mais on ne sélectionne pas encore des sous-populations dans lesquelles on a des critères prédictifs de la présence de ces follicules. On n'a pas les marqueurs de leur présence. Et vous, qui êtes généticienne, cet après-midi, vous allez nous régaler des avancées de la génétique et qui pourront certainement aider à la présélection des patientes. Absolument. Donc, je crois que c'est très important. Ça a été dit d'ailleurs par l'orateur précédent. Maintenant, la génétique va nous donner des moyens pour présélectionner ces patientes et donc vous aurez des pourcentages de positivité qui seront bien meilleurs. Voilà. Parce que là, il est clair que vous essayez de réveiller les follicules dormants de patientes qui n'ont pas de follicules dormants. Donc, ça se traduit par des échecs. Voilà. Il faut présélectionner ces On a patientes. 60% Ouais. de gens qui en ont, mais c'est vrai que vous avez raison, il y a une sous-fraction chez qui on ne serait pas efficace, ce ne serait pas la peine de faire les choses. Merci.